Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. La 22e conférence des partis, la COP 22, la 22e conférence donc des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'ouvre ce lundi dans la ville de Marrakech au Maroc. Ce rendez-vous international qui va réunir 20 000 personnes de 196 pays sera l'occasion d'élaborer la feuille de route de l'accord de Paris. Cette rencontre se voit comme un rendez-vous pour les États africains afin de porter leur voix dans l'élaboration de la nouvelle politique de lutte contre le changement climatique. Nous y reviendrons bien sûr avec notre envoyé spécial sur place, Mamadou Kouassi. C'est un investissement de près de 700 milliards de francs CFA prévu afin de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique subsaharienne. Plusieurs signatures de conventions ont été signées avec des grands groupes pétroliers et énergétiques afin de porter ces projets. Il s'agit essentiellement du projet d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en gaz liquéfié et de la création d'une société de stockage massif et d'une société de pipelines. Côte d'Ivoire, hub énergétique de l'Afrique subsaharienne d'ici à 2020. L'ambition se concrétise. Un consortium de plusieurs entreprises pétrolières et gazières s'est engagé avec le ministère du Pétrole et de l'Énergie en vue de réaliser d'importants projets. Projet d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en gaz naturel liquéfié et projet de création d'une société de stockage massif de pipelines, le tout pour un montant de 700 milliards de francs CFA. L'arrivée du GNL en Côte d'Ivoire ouvre une autre ère dans la production de l'énergie électrique, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. Et nous avons besoin de ce gaz pour alimenter les nouvelles unités de production d'électricité, qui doivent venir d'ailleurs en production en 2018. Et ensuite, on regarde le produit raffiné, on essaie de mettre en place un système qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être une véritable station de l'Afrique de l'Ouest. De 100 millions de pieds cubes de gaz naturel liquéfié produits par jour, la Côte d'Ivoire veut porter sa production à 500 millions de pieds cubes jour et atteindre la barre de 1 500 000 m3 de capacité de stockage de produits pétroliers via pipeline. Tout ceci d'ici à 2020, un délai que le consortium s'engage à tenir. Ces projets-là existent dans le monde, aucun n'existe pour l'instant en Afrique de l'Ouest. Il va falloir trouver le bon site, la bonne technique, mais 2018 est très ambitieux mais réalisable. Donc on s'attellera tous ensemble et je pense que d'ici là, vous aurez en 2018 la Côte d'Ivoire qui sera placée sur la carte internationale du GNL mondial. L'extension du pipe de Boaké à Ferké et aussi donc de construire un stockage d'à peu près de 1 500 000 m3 qui va faire à peu près 420 milliards. La Côte d'Ivoire, la Rotterdam d'Afrique, une ambition partagée par le Burkina Faso qui voit là une opportunité à saisir. Au Burkina Faso, c'est quasiment un scandale qui est une rupture de stock au niveau donc de la pompe. Et avec un tel projet, nous sommes assurés de pouvoir accomplir davantage notre mission en termes de régularité de l'approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers, mais aussi en termes de coûts. La réalisation de ces importants projets se fera avec la participation de deux entreprises nationales, Petroci et Côte d'Ivoire Énergie, dans le cadre du transfert de compétences. Depuis quelques semaines déjà, les élèves ont repris le chemin de l'école, mais la rentrée scolaire demeure un moment d'angoisse pour les parents d'élèves pour garantir la scolarisation devenue obligatoire de leurs enfants. Entre les frais d'inscription scolaire, l'entretien de l'école, l'achat de matériel didactique et la vente de fournitures scolaires à l'intérieur des établissements, la tâche n'est pas faite pour être facilitée aux parents. À l'école ivoirienne, qui paye quoi? Élément de réponse dans ce reportage signé Christelle Menon. Entre les frais d'inscription scolaire, l'achat de fournitures et de certains matériels didactiques et d'hygiène, la rentrée scolaire est synonyme de casse-tête pour les parents d'élèves. À l'équation s'ajoutent les dérives et abus signalés dans de nombreux établissements. Ce sont les parents qui paient ou bien c'est l'établissement. En tout cas, la question reste posée. Depuis 2015, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans.
Cette politique est soutenue par une distribution gratuite de kits scolaires aux élèves du cycle primaire. Cette année, le groupe scolaire libanais de Yopougon-Baroque a reçu des kits pour les 652 élèves de l'établissement. J'ai là un kit de la classe de CM2, de CE2 pardon, et dont le contenu comporte 2 cahiers de 200 pages, 3 protèges cahiers. Dans ce kit, on trouve aussi une ardoise, une boîte de craie, 3 stylos, un crayon, une gomme, une équerre et un double décimètre. Mais ça ne suffira pas pour les 9 mois de l'année scolaire. Les parents devront fournir en plus les livres et manuels au programme. Et les papiers hygiéniques, eau de javel, balai pour nettoyer la classe et aussi pour laver les mains au cas où ils vont au besoin. Sur la facture rentrée scolaire au cycle primaire, s'ajoute donc de quoi assurer l'hygiène des enfants, mais aussi celle de l'école. Une participation qui se fait généralement à travers les COGES, les comités de gestion des établissements scolaires. Le montant est de 3 000 francs par élève et par an. La levée de cotisation exceptionnelle n'est pas en contradiction avec la politique du gouvernement de l'école gratuite. C'est une contribution volontaire que les parents apportent à la bonne marche de l'école. Le COGES agit dans les domaines suivants. Au niveau de l'entretien de l'école, au niveau aussi des aides didactiques, au niveau de l'hygiène de l'école, au niveau aussi des activités socio-culturelles et extrascolaires. Ces dépenses ne font pas toujours l'unanimité chez les parents, qu'ils soient membres ou pas des COGES. Si on nous dit de payer, je pense que c'est normal au fond, on doit aider, n'est-ce pas? On doit aider, c'est une contribution. Mais il ne faudrait pas qu'on exagère, on demande peut-être un nombre élevé. Imaginons qu'il y a 10 enfants, si les 10 enfants ont payé une boîte de craie, mais les 10 là, pendant l'année, on finit à 10 boîtes de craie, ça ne vient pas à l'enfant. Ça reste à l'école, quand l'année finit aussi, on ne voit pas ce qu'on a payé, ça reste à l'école. Nous tentons de découvrir ce qu'il en est. Nos recherches nous conduisent dans le quartier de Yopougon, à Siporex, où s'active une 50aine de petits libraires. Le président de l'association des bouquinistes et libraires de Côte d'Ivoire nous fait quelques révélations. Il y a certains établissements qui nous apportent des rames, des craies provenant de leurs établissements. On y apprend aussi que certains établissements vont jusqu'à imposer l'achat des fournitures scolaires dans leur enceinte. Il y a plein de listes qui nous parviennent que vendre à l'école, ça n'arrange pas les parents, ça n'arrange pas aussi non plus nous les libraires. Voilà. Ça fait combien? 7500. Oui, c'est pour amener tous les parents à scolariser beaucoup d'enfants, puisque le ministre nous l'a dit. L'école obligatoire. Ce n'est pas tous les parents qui achètent ici, mais ce n'est pas obligatoire. Pas obligatoire. À l'extérieur du même établissement, le son de cloche est différent. Pour l'école, c'est 7500. OK, au dehors, on peut trouver à 3000 tous les fournitures. On nous demande pourquoi on a payé en dehors de l'école. On est obligé d'acheter, sinon là, on va nous mettre au dehors. Achat de matériel didactique, entretien de l'école, vente de fournitures scolaires à l'intérieur des établissements. Nous décidons de faire le point avec le ministère de l'Éducation nationale et d'en savoir un peu plus sur les règles en vigueur. Sur l'achat de matériel didactique. Régulièrement, la craie est distribuée. Et puis, le mobilier est distribué. Et nous avons près de 16 000 écoles primaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec les nouvelles constructions qui ont eu lieu. Il est évident que même si une programmation est faite, pour la distribution, cela prend du temps. Janvier 2016, la ministre de l'Éducation nationale lançait un appel aux collectivités locales demandant un transfert des compétences et des moyens d'action. Les parents sont aussi sollicités à travers les COGES, mais là aussi, il y a des limites. Les textes sont clairs là-dessus. Dire que oui, tous les ans, il faut que le COGES lève une cotisation, non. C'est une question d'urgence. Parce que entre l'expression d'une commande au niveau du ministère et la satisfaction de cette commande, il peut y avoir un temps. Pendant ce temps, on a besoin de craie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sur la vente des fournitures scolaires. La vocation d'une administration scolaire n'est pas de faire du commerce. J'insiste là-dessus. Madame le ministre est ferme là-dessus. Les sanctions, c'est de demander au chef d'établissement, n'est-ce pas, de céder sa place à quelqu'un d'autre. Entre les bonnes intentions et les risques d'abus, l'équilibre est fragile. Les rôles méritent donc d'être clairement définis. Il faut que chacun joue sa partition dans l'encadrement, n'est-ce pas, des enfants. L'État a son rôle régalien, améliorer l'accès, faire en sorte qu'il y ait une éducation de qualité.
envoyer, n'est-ce pas, des enseignants, fournir, n'est-ce pas, des kits et manuels scolaires, réglementer, n'est-ce pas, la scolarisation. Mais le reste, les parents doivent prendre le relais pour s'occuper véritablement de l'éducation de leurs enfants. Direction d'Aloa pour toujours parler éducation. Une nouvelle salle de classe tout équipée et la réhabilitation des anciennes et en plus du bureau du directeur. C'est le don du Lions Club de Daloa Ouest en faveur des apprenants de l'EPP Mines. Ces travaux d'un coût global de 9 millions de francs CFA viennent soulager la direction régionale de l'éducation nationale de la localité. Franck Quadio, reportage. 9 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux de construction et de réhabilitation de 4 classes et des bureaux à l'école mine de Daloa. L'initiative est du Lions Club de la localité qui œuvre dans l'action sociale. Celle-ci vise également, selon les donateurs, à améliorer les conditions de travail des apprenants. Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la chance à nos fils, à nos filles, de réussir, à nos frères et sœurs de savoir que l'État est à leur côté et qu'à travers l'État, des ONG, des organisations composées de personnes bénévoles comme nous, sommes disposés à apporter nos efforts pour que tous en soient épanouis. Un don jugé opportun par les autorités administratives et celle de la Direction régionale de l'éducation nationale. Elle vient, selon eux, apporter une solution au problème de l'effectif pléthorique dans les classes. Quand on sait que les difficultés que nous avons ici en matière de scolarisation, quand on sait que désormais l'école est obligatoire et il y a des difficultés pour accueillir les enfants dans toutes ces écoles, nous avons un déficit important des salles de classe, nous ne pouvons qu'être soulagés. M'adressant aux COGES et aux parents d'élèves, quand on lave ton dos, il faut au moins laver ton ventre. Ils savent effectivement que le rôle qui est le leur, à savoir faire en sorte que ces instruments de travail gracieusement offerts par le Lions Club, sans bourse déliée, le minimum qu'ils aient à faire, c'est l'entretien. Des séances de consultation gratuites en ophtalmologie ont en plus été offertes aux populations et aux acteurs du système éducatif de Daloa. ProJustice, avec l'appui de l'USAID, a élaboré un document à l'intention des magistrats et auxiliaires de justice, guide du parquet. Ce guide du parquet vise à parfaire le fonctionnement du parquet afin de l'aider dans l'exercice de sa fonction. Il a été présenté et remis récemment aux magistrats ivoiriens lors d'une cérémonie dédiée. C'était à Cocody, au Vallon. Abou Sanogo, témoignage. Contribuer au bon fonctionnement du parquet, maillon essentiel du système judiciaire. C'est l'objectif recherché à travers Guide du parquet, un document de renforcement des capacités à l'intention des juges d'instruction, élaboré par une magistrate honoraire française et consultante internationale. Guide du parquet est une initiative de ProJustice Côte d'Ivoire. C'est un guide inclusif, collégial. Il pourrait par exemple servir de complément aux formations qui sont données par l'Institut national de formation judiciaire, tant pour la formation initiale que pour la formation continue des magistrats. Document de 162 pages, Guide du parquet a été distribué aux magistrats ivoiriens afin qu'ils s'en servent comme boussole dans l'exercice de leurs fonctions. Le parquet ne fonctionne pas n'importe comment. Il y a des règles qui sont établies, qui sont élaborées dans le code de procédure pénale. Tous les magistrats du parquet n'ont pas les mêmes lectures des règles. Donc, l'experte qui est une magistrate émérite, qui est magistrate honoraire, a donc réfléchi, a lu le code de procédure pénale et a traduit certaines règles en règles de procédure qui sont instaurées dans ce guide de pratique à l'usage des magistrats du parquet. La cérémonie a aussi servi de prétexte aux magistrats ivoiriens pour dresser les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Absence de structures d'accueil pour mineurs, manque de moyens de locomotion, personnel insuffisant. Tout ceci dans l'espoir d'assurer une justice de qualité aux populations ivoiriennes. Les églises évangéliques baptistes de Côte d'Ivoire a organisé sa 3e édition du camp de prière. L'objectif est d'enseigner aux femmes la parole de Dieu. Éric Goré nous en dit plus.
Plus de 1000 femmes à cette troisième édition du camp national de prière de l'Association des femmes des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire, la FEB. Pendant 4 jours, les femmes de cette confession religieuse se sont retrouvées autour d'un idéal, l'enseignement de la parole de Dieu. Le pasteur Yeo Josué a enseigné les participantes en s'appuyant sur le livre de Colossiens. Dans le chapitre 3, verset 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur ». Une sortie de tente à Grand Bassam et un défilé dans les rues d'Abidjan ont meublé ce camp de prière. La troisième édition du camp de prière de l'AFEB a réuni toutes les femmes chrétiennes et les a édifiées spirituellement. International, en bref, au Mali, une vidéo publiée par l'agence de communication d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a été diffusée sur Internet. On y voit 2 hommes être abattus, accusés d'être des espions et d'avoir causé la mort de nombreux fidèles d'AQMI. Cette vidéo signe un retour en force d'AQMI au Mali qui était beaucoup moins présent ces derniers mois. Une délégation de la CETA, conférence des églises de toute l'Afrique, est arrivée depuis le début de la semaine dernière en RDC. Cette délégation, conduite par Monseigneur Valentine Mokiwa, président en exercice de l'organisation, est venue pour une mission de paix, mais elle repart de Kinshasa ce lundi 7 novembre sans avoir pu rencontrer ni le président de la République ni la famille politique de ce dernier. Déjà quintuple vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, détenteur de 3 supercoupes de la CAF et d'une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, le club congolais du tout-puissant Mazembe a décroché hier dimanche sa première coupe de la Confédération en battant les Algériens du Mobejaïa 4-1 lors de la finale retour à Lubumbashi. Et puis à 2 jours du scrutin, on pouvait croire que c'en était terminé des coups de théâtre qui ont émaillé la campagne présidentielle américaine. Mais décidément, rien n'aura été épargné aux Américains. Dans une lettre adressée aux 8 directeurs de commission du Congrès, le FBI a annoncé que la dernière affaire des emails ne débouchera pas sur une nouvelle investigation contre Hillary Clinton. Et puis pour terminer, on retourne au Mali, en bref et en images, au lendemain de la mort d'un militaire français dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays. Une nouvelle attaque a cette fois-ci visé la mission de l'ONU déployée dans le pays. Un casque bleu est mort, 7 autres ont été blessés, dont 3 se trouvent dans un état grave. C'est sur ces images que je vous dis au revoir. Mariem Touré pour la suite. RTI 1, la chaîne qui rassemble.